Salut tout le monde et bienvenue à Mes trois pires erreurs, mon nouveau podcast. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir un athlète de haut niveau. Donc, rappelez-vous, avec le spécial du gérant, on était toujours en humour. Là, on va élargir la palette. Et il s'agit de Hugo Girard. Salut Hugo. Oui, bonjour. Hugo, ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu, mais à l'époque, je me souviens même quand tu étais doorman au Dagobert. Oui, par la suite, policier à Gatineau. Absolument. J'aimerais que tu fasses un peu, avant qu'on tombe vraiment dans Ouais. le cœur de qu'est-ce que tu considérais être, en tant qu'athlète, tes trois pires erreurs, fais-nous un peu le survol de ta carrière, le début, la première fois que tu pousses des poids jusqu'à être vraiment champion du monde. Ça va nous mettre en situation pour ceux peut-être qui ne sont pas parfaitement au courant là, de ton parcours. Mes trois pires erreurs. Non, commençons par ton parcours, exactement. OK, c'est beau. Écoute, moi, j'étais un petit gars de la Côte-Nord. Ça fait que je suis parti étudier à Québec en 1989, quand OK. je suis au cégep. OK. Je m'entraînais déjà. Mon rêve, c'était déjà d'un jour de devenir l'homme le plus fort du monde. OK, tu as ça en tête depuis quel âge? 12 ans. Tu avais 12 ans. Qu'est-ce Moi, que tu as vu à 12 ans? J'ai vu une compétition d'hommes forts à télé qui était le Ouais. défi Mark 10. Ouais. Les athlètes qui compétitionnaient, ben, ils me rappelaient les personnages des bandes dessinées que je lisais quand j'étais plus jeune. OK, les super-héros. Là. Ouais, les super-héros, tu sais, dans une tête d'enfant, ben, tu vis un peu dans un monde imaginaire. Ouais. Puis quand tu viens d'une petite place où ce que, tu sais, la pauvreté est omniprésente, t'es né pour un petit pain, c'est pas mal ça. T'es en région. Donc, d'avoir des rêves, des grandes ambitions, c'est pas quelque chose de commun. Donc, pour un enfant qui vient de là, ben, c'est un peu comme ça que tu te motives puis que tu te crées un monde. OK. Puis moi, quand j'ai vu ça à la télé, ben, ça a été vraiment le déclic parce que ça me donnait comme un phare, un objectif, quelque chose qui allait me tenir puis qui allait me motiver à sortir, je te dirais, du chemin qui m'attendait. Sinon, d'après toi, c'était quoi le chemin qui t'attendait? Bûcheron, ben pêcheur. Ah, that's it? Oui. C'était A ou B, là? Tu sais, généralement, tu finissais pas tes études secondaires. OK. Fait que le domaine de la forêt, parce qu'on était en forêt, il y avait beaucoup de travail autour de ça. Ben oui. Fait que c'était facile de se trouver une job quand même bien payé. C'est du saisonnier. Fait que ça, je l'ai vu plus tard, on comprend mieux comment ça se passe, mais j'ai compris que j'ai vu ça toute ma vie. Okay. C'est pas ça qui m'appelait, puis c'est pas ça que je voulais. Je te suis. Fait que là, tu as commencé à pousser des poids. Commencé à pousser des poids, puis là, mais pousser de la fonte, c'était un peu pour moi une façon de m'éloigner de ça et de m'approcher d'autres choses. Par contre, j'ai réalisé que finalement, ça te prend un métier parce que de lever des poids dans la vie, ça ne paye pas les comptes à la fin du mois. Puis j'étais très bon à l'école, qui a été un peu le résultat de l'entraînement. Tu sais, en échange de bonnes notes, mes parents me supportaient. Ah oui? Ouais. OK, ça fait que c'était une motivation 360. Oui, bien, c'est un peu un mode de survie, je te dirais, parce qu'ils me supportaient d'une certaine manière, mais je devais quand même ramasser de l'argent pour acheter des poids. Il n'y avait pas de gym. Fait que les premières années, ça a été dans ma chambre, ensuite dans un sous-sol. Par la suite, j'ai joint le seul gym qu'il y avait dans le village voisin ou la ville voisine. Quand je suis arrivé en ville, bien ça a été d'autres choses. Tu sais, dans ton village, t'es comme les autres. Quand je suis arrivé en ville, les gens ne te connaissent pas. Puis j'étais déjà différent physiquement. T'as quoi t'avais quel gabarit à peu près à ce moment-là? J'étais environ 250 livres. J'étais 265 livres à 15 ans. À 15 ans? À 15 ans. Là, après ça, quand je suis tombé, j'ai fait une diète à l'âge de 17 ans. Fait que quand je suis arrivé en ville, j'étais autour de 250. OK. J'étais bien bâti, puis j'étais pas habitué au regard des autres. Pour vrai? Ouais. Ah, c'est drôle. Fait que ça a pris un certain temps de m'adapter. Puis dans le domaine de l'entraînement, puis dans un gym, là, j'étais comme un poisson dans l'eau. OK. Ça fait que... Moi, j'étais un gars d'habitude. Hein. Ça fait que étudier, je vais créer une routine. Puis je fonctionne très bien avec ça. Puis ça a fonctionné. Par contre, au niveau des compétitions d'hommes forts, ça a pris beaucoup de temps avant de décoller, parce que par le temps que je vois ça à la télé, par le temps que je suis en âge de pouvoir compétitionner... C'est quoi l'âge? Je te dirais quelque part autour de 20 ans. OK, avant ça, c'est permis, mais c'est il n'y avait pas, il n'y avait rien qui existait. OK. Moi, j'ai vu ça, c'était le défi Mark 10 à télé en 1984. Ouais. Par la suite, je m'en vais à Québec en 89. De 89 à 91, le défi Mark 10, les cigarettes n'avaient plus le droit de commanditer les événements sportifs. Okay. Là, c'est devenu le défi laitier ou le défi Louis Cyr ou l'inverse. Puis à partir de 91, ça n'existe plus. Donc, moi, de 91 à 98, je m'entraînais pour pratiquer un sport qui n'existait pas. OK. Wow. Fait que ce qui me gardait focusé là-dessus, c'était vraiment le fait que pendant que je m'entraînais, que j'étudiais, j'étais en train de travailler puis d'avancer. Ouais. C'est pas trop ce que tu vas aller, où ça va te mener, mais en bout de ligne, qu'est-ce que ça fait? Ça me rapproche d'avoir un métier. C'est que tu poussais tout en même temps, finalement. Exactement. OK. Fait que là, première compétition où tu te démarques, c'était à peu près quand?
Première compétition d'homme fort, c'était en 1998. Il y a eu le défi provincial, c'est l'homme fort Molson, qui avait lieu à Dolbeau-Mistassini. T'as quel âge? J'ai 24 ans. OK. Puis quand j'arrive là-bas, on est environ une trentaine d'athlètes. Donc, tu avais des athlètes qui avaient déjà participé au défi Martin, qui avaient un certain âge, donc beaucoup d'expérience, qui bénéficiaient d'une certaine réputation. Puis ensuite, tu avais les jeunes un peu comme moi, qui n'avaient pas d'expérience, pas vraiment de réputation. Ouais. Puis tu commençais. Puis pour moi, là-bas, ça a été un peu la révélation, parce que j'ai remporté 5 des 8 épreuves. J'ai vraiment dominé la Première compétition. place dans 5. Ouais. Bon. Puis là, à partir de là, les choses ont déboulé assez vite, parce que j'ai gagné ça au mois de juillet. J'ai eu une invitation pour aller au championnat du monde 2 mois plus tard, qui avait lieu fin septembre au Maroc. Puis là-bas, j'ai terminé parmi les 10 meilleurs au monde. Donc, si je regarde mon cheminement, le fait d'avoir avancé de façon 360, me préparer au jour à avoir un break. Je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, moi, je compare ça un peu à, tu veux embarquer dans le train. Tu as ceux qui achètent leur billet quand le train arrive à la gare. Ouais. Puis tu as ceux qui l'achètent avant, puis quand le train arrive, ils sont prêts, ils ont le billet dans les mains. Ils sont déjà là. C'est ça. Fait que sans le savoir, c'est ça qui est arrivé. Ah. Ouais. Puis ça a été quoi, selon toi, ce qu'on appelle le tipping point? C'est-à-dire le moment où tu es passé, OK, tu as gagné, tu as le faire, à un de ceux qui est tout le temps dans les premiers, peu importe la compétition internationale. C'est quand cette compétition-là ou ce moment-là? Quand je suis revenu de là-bas, j'étais certain qu'un jour, j'allais être champion du monde. Par contre, au niveau de la confiance, j'appellerais ça une maturité. Tu sais, as une maturité physique, tu as une maturité mentale. OK. Fait que moi, je pense pas que le bridge s'est fait en même temps. Ah. Physiquement, j'étais prêt. Mentalement, je l'étais pas. OK. De par mon cheminement. OK. Fait que je dirais que probablement, aux alentours du moment que je me blesse puis que ça m'a fait ma carrière. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi cet événement-là? Je m'étais déchiré le tendon d'Achille en 2005. J'ai été champion du monde en 2002. C'est drôle, tu es champion du monde, tu le deviens. Ouais. Tu as rêvé à ça toute ta vie. Mais quand ça arrive, tu réalises que finalement, c'est drôle ce que je vais dire, tu aurais pu être meilleur. Ah bon? Fait que le vrai défi, c'est pas de battre les autres. C'est de se battre soi-même. Fait que quand tu as été le numéro 1, toi, tu t'es dit, j'aurais quand même pu tirer plus. Parce que ça n'avait pas été... Ça a été une très bonne compétition. Je l'ai gagné. Ben oui. Mais ça reste que j'aurais pu être meilleur. Puis, c'est ce côté-là, de motivation. C'est difficile à expliquer. Quand tu es jeune, puis les gens, tu joues au hockey. Tu es bon, les gens te le disent. Les portes s'ouvrent. On va te prendre, on va t'épauler. Il y a de l'intérêt. Dans mon cas, il n'y avait rien de ça. OK. Fait comment tu fais pour évaluer si tu es bon, si tu ne l'es pas? Ouais. Et là, finalement, pour devenir meilleur, qu'est-ce que tu fais? Mais tu n'arrêtes pas de lever la barre. Et là, la barre n'est jamais assez haute. Fait que si tu l'atteins, tu dis, là, il faut que je devienne meilleur. Ça a été un petit peu ça qui s'est produit. Je comprends. C'est quoi qui fait qu'un athlète de force gagne par rapport aux collègues, aux autres compétiteurs? C'est quoi, d'après toi, on comprend qu'il y a la force. Il y a un bagage génétique, puis, c'est pas la force physique. Les gars sont tous forts. Ouais. Ça devient la force mentale. Pour vrai? Oui. C'est vraiment ça? Oui, parce qu'à un moment donné, c'est celui-là qui veut l'avoir le plus qui va gagner. C'est celui qui a le plus faim? Oui, en partie. Un peu comme à la boxe. OK. Tu sais, à la boxe, là, souvent, c'est des gens qui viennent d'un milieu défavorisé. Ouais. Ça devient le seul véhicule qui puisse... C'est ça où je meurs. Là. Exactement. Mais c'est sensiblement la même chose. Tu ne diriges pas vers les sports de force parce que c'est ton choix numéro 1. Souvent, dans d'autres pays, ils ont pratiqué d'autres disciplines sportives. Ça n'a pas fonctionné. Et là, ils vont bifurquer. Dans mon cas, ça n'a pas été le cas. Non, mais tu avais beaucoup que tu voyais ça. Là. Oui, c'était exactement ça. Je voyais des athlètes de l'Europe de l'Est qui arrivaient. C'est des athlètes qui sont entraînés. Il y en a plusieurs qui sont allés aux Olympiques ou qui faisaient partie de l'équipe nationale de leur pays dans des disciplines. Ça n'a pas fonctionné parce que la fenêtre d'opportunité pour les Jeux olympiques, ils l'ont manqué. Tu fais quoi? Tu sais, tu es un athlète par la suite, mais là, tu embarques là-dedans. Ouais. Puis c'était relativement facile. C'était costaud puis t'es fort. Puis toi, d'après toi, c'était quoi ton edge par rapport aux autres? Qu'est-ce que tu étais reconnu pour quoi, particulièrement, dans les avantages d'être homme fort? Maudite bonne question. Premièrement, reconnu parce que t'es fort. Ouais. En partie. Mais je pense que c'est vraiment ça. Moi,
si je regarde ici, on a pratiquement mis ceux de mon époque, là, de ma génération, avec qui j'ai commencé, des Jason Paulin, des Ronald Trottier. C'est tous des noms que je connais. C'est tout. C'est pas mal nous autres qui a mis ça au monde. Ouais, j'ai créé ben, le premier, tu étais venu à Gatineau, où on s'entraînait. Absolument. Ça n'existait pas en Amérique du Nord. Non. On a parti ça, on a créé ça. Donc, possiblement comme étant un précurseur. OK. Ou le parrain. J'avais beaucoup d'athlètes qui venaient de partout en Amérique du Nord pour venir s'entraîner avec nous parce qu'on avait créé cette façon de faire-là qui est maintenant qui est dupliquée puis qu'on retrouve partout. La plupart des athlètes ont un genre de centre comme ça pour pouvoir s'entraîner. Ça fait que tes charges records, c'est quoi? Maudite bonne question. Au bench, en entraînement en gym, j'ai déjà fait 2 répétitions avec 800 livres. Ensuite, j'ai soulevé à l'entraînement 900 livres au squat, 874 en compétition. Au deadlift, mon meilleur, c'est 860 en entraînement. Fait que c'était pas... Puis encore une fois, les compétitions, j'ai arrêté de m'entraîner pour ça, parce que quand tu fais des concours d'hommes forts, on n'est pas testé sur ces charges-là. Ouais, c'est ça. Là. Fait que là, je priorisais l'entraînement aux hommes forts. C'est ça que j'allais dire, ouais. C'est ça. Là. Sinon, tu t'entraînes 3 fois. Oui, puis là, tu peux pas... ça n'a plus de sens. Tu peux pas être le meilleur partout. Il faut que tu choisisses tes bagarres. Ouais. Ça fait que le jour où tout à coup, tu es déclaré gagnant de la compétition qui fait de toi l'homme le plus fort au monde, comment ça se passe en dedans? Comment on reçoit ça? Ce qui est drôle, c'est que tu penses qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire, puis en bout de ligne, il ne se passe rien. Pour vrai? Oui. Sérieux? Oui. Genre lettre à la poste. OK, donne ton chèque, font jouer l'hymne national, tu reçois un trophée. Après ça, c'est fini. Puis là, tu te rends compte que pour moi, c'est quelque chose de gros, mais tu réalises que finalement, c'est une journée comme une autre. Et comme je te mentionnais, je retourne à la chambre d'hôtel, puis j'étais étendu sur le lit. Puis là, ma conjointe me demande, elle dit, ça va-tu? Elle dit, t'as pas l'air content. Ouais. Elle dit, t'es champion du monde, tu devrais être content. J'ai dit, j'en répète meilleur. Puis là, elle me dit, comment ça? Ben, tu sortais l'épreuve. J'ai fait des erreurs. C'est une autre épreuve. J'ai un tel qui a moins bien performé, qui aurait pu. Au final, tu le prends. Puis je te dirais que cette journée-là, ça a été un peu un éveil. Ah, pour vrai? Ouais. Parce que c'est pas important de gagner ou perdre. Ce que j'ai réalisé, ce qui est important, c'est de me réaliser au meilleur de mon potentiel. Et si tu réalises ça, ben, tu es un champion. Tu n'as pas besoin d'un trophée pour l'avoir et pour l'être. À ce moment-là, tu le sais. Puis la beauté de ça, c'est que quand tu réussis ça, ben, tu es capable de le transposer dans d'autres choses. Puis le fait d'avoir remporté ce titre-là m'a donné la confiance que tu parlais tantôt de pouvoir dire, ben, si je suis capable de réussir là-dedans, après 20 ans d'efforts, ben, probablement que je peux réussir dans d'autres choses aussi. Ouais. Parce que là, la recette, je la connais. Ouais. Wow. OK, ça fait que rentrons dans le vif du sujet. Là. Oui. Toi, tu as gagné. J'ai en face de moi l'homme le plus fort du monde. Tu as eu ce prix-là. C'est quelque chose qui est extrêmement rare, mais ça ne vient pas avec un parcours parfait. Donc, commençons par la première, ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent, là, malgré ton parcours, malgré ta victoire, malgré tout ce qui fait Hugo Girard, c'est quoi la première de tes 3 pires erreurs que tu as faites dans ton parcours? Première erreur, c'est d'avoir été... underachievé au cégep. J'aurais dû... je m'étais inscrit dans 3 cégeps, dont 2 en sciences pures. Et je suis allé où je me suis inscrit en sciences humaines avec mathématiques. J'aurais dû aller pour avoir mon diplôme en sciences pures et aller à l'université. Fait que ça, c'est ma plus grosse erreur, une de mes erreurs. Donc, c'est même pas à titre d'athlète, c'est à titre personnel. Oui. OK. Puis en quoi, aujourd'hui, ça aurait changé quoi que ce soit? Probablement rien. Ouais. Mais ce que ça aurait changé, c'est qu'à un moment donné, ça fait partie d'être un champion. Tu comprends-tu? Tu es un champion dans ta manière de parler, marcher, manger, dormir, t'habiller. Tout ça fait en sorte que tu fais les choses que tu es capable de faire et cette fois-là, ben, j'ai misé un peu plus bas. Ça va un peu à l'encontre. Y a-t-il une raison? La raison, ben, tu sais, comme je te mentionnais, c'est moi qui payais mes études, je viens d'un petit milieu, pas beaucoup de sous. Fait que je voyais la charge monétaire qui venait avec des études postsecondaires qui s'étiraient au niveau universitaire comme étant un fardeau financier qui me faisait peur. Ouais, mais aurais-tu pu compléter tout ça et avoir les mêmes performances? On le saura jamais. Oui, effectivement. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, par contre, les gens qui réussissent
Ils réussissent pas par accident. Ils réussissent des choses extraordinaires parce qu'ils se mettent la barre plus haute, sont exigeants vers eux-mêmes. Puis à un moment donné, oui, l'échec fait partie d'un processus, mais quand tu entreprends quelque chose, tu ne l'entreprends pas avec l'idée d'échouer. Non, c'est sûr. Puis je pense que ça aurait possiblement aidé à m'ouvrir des portes, me donner possiblement aussi des alternatives ou des options plus tard. Est-ce que ça aurait influencé mon choix de carrière? Peut-être aussi. Je ne suis pas en train d'avoir de regrets sur ce que j'ai fait comme métier, compris. Mais je trouve que ça colle pas avec ma personnalité. C'est un peu ça que quand je parle d'erreur. C'est-à-dire que quand tu te regardes toi-même avec du recul, tu as l'impression que tu es un gars qui aurait dû avoir une formation académique plus grande. C'est ça qui ressemblerait à Hugo Girard dans l'ensemble de l'œuvre. Oui, parce que j'avais la capacité de le faire. Tu étais bon à l'école. Oui. Fait que j'étais un premier de classe. Ça fait que. Genre primaire, secondaire? Oui, tout? oui. Ah oui, OK. Fait que c'était facile pour moi. Ouais. Il n'y avait pas vraiment de raison. Là. Tu serais dirigé vers où? Maudite bonne question. J'avais pensé le droit, la psychologie. Genre de choses qui m'intéressaient. Ouais. Fait que ça, aujourd'hui, tu considères avec du recul que c'est une erreur. Oui. Puis tu penses que c'est juste économique ou bien quelque part, parce que moi, je reviens un peu avec ce point-là, comment on peut... Parce que ça demande un entraînement de fou, là, on se comprend. Tu peux pas devenir le whatever, le meilleur au monde en étant... Oui, mais tu le sais pas encore à cette époque-là, tout ce que tu vas avoir besoin de faire comme entraînement. Donc, l'entraînement que je faisais, ouais. Tu sais, puis je vais aller plus loin que ça, Marc. En sachant ce que je sais maintenant, Mm-hmm. mais oui, j'aurais été capable. Parce que je considère que j'ai perdu du temps. Hein? Ouais. À travers Ouais, tout t'étais ce pas que 100% optimisé 24 heures sur 24. Et c'est ça que je suis en train de dire. Ouais. Donc, avoir la mentalité, la sagesse, c'est toujours le cas. On arrive à un certain âge, on est en mesure de pouvoir apprécier les choses d'une différente manière Mm-hmm. en regardant ça. Puis ça, le sentiment d'avoir perdu du temps, je l'ai beaucoup. Tu sais, ça serait possiblement la deuxième erreur. Pour vrai? Oui. Perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps à... Tu sais ce que tu veux, mais pas nécessairement optimiser ton temps pour obtenir ce que tu veux. Fait que possiblement que j'aurais pu arriver à mes fins quelques années plus vite. Et à cause de quoi? C'est quoi les événements ou les éléments qui fait que tu trouves que tu as perdu du temps? Chaque jour prépare le prochain. Dans quel sens? Dans le sens que, si je pars, mettons, au niveau de l'entraînement, dans ma manière de faire, ma manière de penser, ce que je fais aujourd'hui va préparer ma journée de demain. OK. Si je saute un entraînement aujourd'hui, il faut que je la reprenne demain. Ouais. Je suis déjà une journée en arrière. Ouais, je comprends. Tu comprends? Fait que fais ça, puis mets là une journée ou 10 jours. Après ça, mets dans ton 24 heures que tu ne l'optimises pas. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, je passe pratiquement plus de temps devant la télé parce que j'en ai pas. T'as pas de télé? J'en ai de télé, mais j'ai pas de temps. Ah, je comprends. Tu comprends? Ouais. Ça fait que là, pourquoi? Parce que je mets mes priorités aux bonnes places. Mm. Mais si j'avais eu la même attitude plus tôt, ben, il y a beaucoup de choses qui auraient été différentes. Puis, je suis pas en train de dire, la notion de plaisir est importante d'en avoir, mais quand tu as du plaisir à faire ce que tu aimes, puis faire ce que tu as à faire, tu es toujours dans la notion de plaisir. C'est qu'il y a des bouts où ce que je me ramasse avec du recul que tu vois, puis tu dis, OK, là-dedans, là, je tourne en rond. Mais c'est pas un peu la recherche d'avoir la gestion de tout parfait que tu me racontes? Parce que c'est un peu normal à un moment donné que tu finis une journée en disant « Ouais, aujourd'hui, j'ai pas scoré dans tout, là, j'ai pas mangé optimalement, j'ai pas... tu comprends? Si tu te fouettes parce que chaque 24 heures n'est pas à 100%, moi j'ai l'impression que ça n'est quasiment une erreur, ça. Je te dirais la notion du 80-20. Ouais, explique ça. Moi, je suis très partisan de ça. Tu sais, tu vis 100, Ouais. c'est à 80. Exact. C'est bon. Exact. Fait qu'à un moment Mais donné, comment tu peux faire ça dans l'entraînement? Une journée, je file pas. Je vais pareil. Je vais donner 100% de ce que j'ai cette journée-là. Qui est un 80%. OK, mais tu y vas pareil. Tu y vas pareil. OK. Fait que, parce que sinon, on a toujours une raison. On va toujours trouver une raison pour ne pas faire ce qu'on devrait faire. Pourquoi? Parce que cette journée-là, on ne tente pas. Je file pas. J'ai mal à la tête. Il y a toujours de quoi. Puis c'est à quoi ta politique à ce moment-là? Parce que ça m'intéresse. Moi, des fois, je skip un gym parce que pour toutes sortes de raisons que tu viens de dire, mais tu sais, je ne suis pas un athlète professionnel. Mais des fois, je me dis, c'est quoi la bonne raison de ne pas faire ce qu'on devrait faire? C'est quoi la bonne raison? Dans ce cas-là, aller au gym quand on s'entraîne sérieusement.
Y en a-tu une bonne raison? Il n'y en a jamais. La seule façon que j'ai de ne pas y aller, c'est que physiquement, je ne suis pas en mesure de le faire. Tu sais, la notion, c'est si je suis blessé, tu comprends que là, oui, mais sinon, il n'y en a pas de bonne raison. Aucune. T'es brûlé de la veille pour X raison, t'as pas dormi, c'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison. OK. Tu sais, puis là, encore une fois, tu as des outils. Moi, ce que je faisais, je me levais le matin. Si je me lève le matin, puis mon rythme cardiaque, normalement, est entre, mettons, 56 et 66. Ouais. Puis là, une journée, je me réveille, puis j'étais à 84. Ouais. Ben là, je tombe en mode de super entraînement. OK. Fait que là, ce que tu fais, l'overtraining, ben là, cette journée-là, je vais peut-être y aller plus mollo. Mais je vais y aller pareil. Ouais. Tu comprends-tu? Je vais tenir compte de certains facteurs. Mais il y en a toujours plein de raisons. Puis là, c'est là que ça devient, où est-ce que ça devient lourd? C'est que tu as une vie sociale rattachée à ça. Oui, on parle d'entraînement. Puis oui, tu le fais de façon professionnelle, mais ça reste que tu es un humain, tu interagis avec les autres, tu as une conjointe, des enfants, un travail. Bien là, tu mets la croix sur beaucoup de choses pour pouvoir prioriser quels sont tes objectifs. Ouais. Puis là, ça devient difficile dans le relationnel. Exemple? Exemple, avec ta conjointe, avec des amis. Fait que tu n'as pas tant d'amis parce que tu n'as pas le temps de faire des activités. Et avec le temps, qu'est-ce qui arrive? Mais là, tes amis te délaissent parce qu'on t'invite plus pour faire des activités. Tu n'es jamais présent. Toi, tu as vécu ça? Là. J'ai vécu ça, oui. Beaucoup. Si tu me demandes, avec du recul, j'aurais aimé avoir un meilleur équilibre, peut-être. Est-ce que ça se serait travaillé? Tu sais, on a fait un projet sur l'andropause dernièrement, puis j'ai eu la chance de discuter avec un médecin en santé fonctionnelle. OK. On a passé 4 heures ensemble, puis à la fin de la... T'appelles ça santé fonctionnelle? Ouais. C'est quoi? Ça veut dire tout ce qui est santé sexuelle? Là? Non. Fonctionnel, là, on parle vraiment là, l'ensemble du corps. Pas juste, donc, que les trucs marchent, les organes marchent. Oui, que tout, là. Ouais. Fait que tu as ton système digestif dans ta tête, ton cœur comme qui est, au niveau musculaire, là, vraiment fonctionnel. Tu sais, là, on va parler de l'alimentation, on va parler du sommeil, on a parlé de plein de choses. Beaucoup de choses que tu t'attends pas nécessairement à ça. OK. Puis j'ai été quand même assez shaké de ça, cette rencontre-là. Parce que j'aurais aimé l'avoir à 30 ans, cette rencontre-là. Je comprends. Parce que, suite à notre conversation, elle, sa conclusion, ce qu'elle me dit, elle dit, tu sais, Hugo, elle dit, tu fais tout bien. Mais elle dit, tu fais tout trop. Ah. Mais toi, tu le vois pas de même. Non. Tu sais, moi, c'est jamais assez. Ouais. Faut que tu le fasses. Tu sais, j'ai dormi 4 heures, on mentionnait tantôt. C'est plate, la journée à part. On l'a fait, tu sais, elle me demandait pourquoi tu te lèves si tôt, parce que je me réveille. Elle dit, tu pourrais peut-être dormir plus longtemps. Oui, je pourrais. Tu te lèves à quelle heure? C'est quoi ton horaire? Généralement, je vais me lever souvent aux alentours de 4 heures le matin. C'est pas mal. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis réveillé, puis quand je me réveille, tu te rendors peu. Je commence. OK. C'est quoi ton horaire? Je suis curieux. Qu'est-ce que tu fais dans une journée type? Journée type, je me lève. C'est à 4 heures ou des fois à 4 heures? Ah, c'est autour de 4 heures, 4 heures et demie. Vraiment? Alors là, j'interne, encore ce matin, je me suis réveillé à 4 heures. Je mets le cadran, puis je me réveille avant. C'est que toi, Morning Man, ça n'aurait pas été un défi. C'est vraiment pas. J'aurais aimé ça. J'aime ça parce que je suis plus actif. Fait que moi, ma journée, je me lève, je m'en vais dans le spa. Fait que je vais prendre 20-25 minutes dans le spa. Première chose. OK. Là, je suis dehors, c'est le fun, il fait froid, là, c'est super. Ouais. J'envoie les chiens dehors. Par la suite, je rentre, je fais une demi-heure de cardio. Ensuite, je prends mon premier repas. Je m'en vais au gym. Deuxième repas, puis là, je pars ma journée. Fait que là, j'ai pas besoin de me casser la tête. Fait que tout ça, quand tout ça est fait, il est quelle heure? Il est comme 7 heures, à peu près. Fait que là, moi, ma journée, tout mon entraînement... Là, ouais, tout est fait. Là, tout est fait. Puis là, dans ma tête, je suis déjà réveillé, là, parce que t'es activé. Là. Ouais. Fait que là, ça part, puis ça roule. Puis la beauté de ça, quand j'arrive le soir, Marc, je me couche, je mets la tête sur l'oreiller, je pars. Puis tu te couches à quelle heure? 10-11 heures. Ah, quand même, tu te couches pas à 9, là. Non, je suis pas un couche-tôt. OK. Lève tôt, couche tard. Ça fait que depuis longtemps, tu as besoin de quoi, 5 heures de sommeil? À peu près 6 quand je suis chanceux, mais généralement, je te dirais un 5 heures de sommeil, c'est pas mal la norme. Puis jamais tu cognes des clous l'après-midi, ni rien? Rarement. OK. Puis ton training maintenant, c'est quoi? Ça a l'air sur une semaine, là? C'est une demi-heure de cardio minimum. Fait que ça va jouer entre une demi-heure et 1 heure. Je vais le faire en 2 sessions. Là. OK. Fait que le soir, si j'ai du temps, au lieu de tourner en rond, là, puis de m'asseoir devant la TV, là, je vais me mettre un podcast ou je vais mettre un documentaire, puis je vais embarquer sa machine à cardio. Ça fait que j'aime ça me fait réfléchir en même temps. Fait que l'entraînement par la suite, c'est environ 1 heure.
d'1 heure à 1h15 d'entraînement musculaire, puis pas mal ça. Tu pousses quoi? Là, tu fais un entraînement normal de gym? J'appelle ça de la pompette. La pompette? Ouais. Fait que je m'en vais au gym. Rien d'extraordinaire. C'est sûrement lourd comparativement avec d'autres personnes. Ouais. Mais dans mon cas, à moi, c'est léger. Haute répétition. Pas beaucoup de temps de repos. Fait que j'aime ça que ça y aille vite puis que ça roule. OK. Fait que c'est assez intense. Puis là, ben, ça me convient en masse. Puis la bonne affaire, je suis capable de faire ça tous les jours. 7 jours? Ah oui, bien souvent 7 jours. Vraiment? Ouais. Fait que la légende urbaine qu'on a besoin du temps de repos pour... Et là, ça revient à ce que le médecin me disait. Oui, t'en as besoin, mais t'es tellement rentré dans ta routine. Fait que ce que je vais faire, ben, c'est là-dessus que je travaille. C'est comme d'autres choses. Moi, mon effort, c'est d'essayer de travailler autour de cet équilibre-là. Ouais. C'est que je vais peut-être en faire moins. Ça fait que je vais y aller, puis je vais juste faire mon cardio. Je vais travailler des muscles que je travaille moins. Mais je suis quand même là. Fait que j'ai moins l'impression de tourner en rond puis de. Est-ce que tu étais. Parce que plus tu me jases, plus je me rends compte qu'effectivement, tantôt, tu as mis le doigt sur quelque chose. C'est que tu es un overachiever de tout, là. Tu trouves tout le temps que tu peux faire une coche de plus. Écoute, tu gagnes un concours international, puis ta première réflexion, c'est que tu aurais pu charger plus. C'est quand même incroyable. Fait que, est-ce que tu as toujours été de même? Te rappelles-tu, jeune, que tu disais. Faut que je sois bon à l'école, faut que je sois bon dans le sport, faut que je sois bon. Est-ce que tu te poussais tout seul de même depuis le jour 1? Pas mal, oui. OK. Quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était ça. C'est comme si j'avais trouvé, enfin, j'ai quelque chose que je vais être récompensé sur l'effort que je mets dessus. Tu sais, j'ai joué au hockey quand j'étais plus jeune. Puis tu as moins de talent, faut que tu travailles plus fort qu'un autre pour pouvoir trouver ta place puis jouer ton rôle. Puis je me souviens qu'il y a des athlètes qui étaient vraiment talentueux puis qui se donnaient pas. Qui n'allait pas dans le coin chercher un rondelle. Là, c'est toi qui étais en avant du but. Ouais. C'est toi qui, s'il y avait la passe, c'est toi qui ferais le but, mais qui ne fait pas ce sacrifice-là, alors que toi, ben, 95% du temps, c'est toi qui as fait ce job-là. Ouais. Puis ça, c'est le bout que je trouvais ingrat du travail d'équipe, c'est que tu dépends des autres. C'est vrai. Moi, quand j'ai étudié en droit, ce que je trouvais formidable, c'est qu'il n'y avait pas de travaux d'équipe. Parce qu'en Sciences Po, j'ai fait 1 an de Sciences Po avant, puis tu as tout le temps le cancre avec qui, finalement, il faut que tu ramasses sa job. Ça m'écœurait absolu. Puis l'autre, on avait un examen en mi-session, un examen à la fin, 50-50. Si tu voulais te pogner le cul, c'était de tes affaires. Si tu t'échouais, ça regarde personne. Ouais. Fait que là, de même, mais la personne responsable de ton succès, c'est toi. Complètement. Puis la personne responsable de son échec, c'est toi. Ouais. Fait que dans ce temps-là, tu ne pointes pas personne, tu te pointes toi-même. Puis ça vient avec son lot de difficultés. Puis oui, effectivement, c'est de l'overachieving parce que tu sais jamais assez, puis tu te mets la barre plus haut. Fait que moi, quand j'ai réussi quelque chose, ben, je me dis, j'aurais dû viser plus haut. Ouais. Là, on va monter à barre. Fait que donc, si on revient à ta première erreur de dire, Colin, j'aurais dû poursuivre mes études plutôt que les arrêter, alors qu'à l'époque, tu n'avais quand même pas une raison bidon, c'était des raisons économiques ou ça s'expliquait. Avec du recul, tu aurais peut-être pu. Ça vient aussi avec cette attitude-là. C'est-à-dire que tu trouves qu'une de tes erreurs, puis je respecte ça, c'est qu'il y a un des départements de Hugo Girard qui n'a pas été poussé où il aurait dû, alors que l'autre, tu l'as fait péter. Là. Ouais. C'est ça, dans le fond. Ouais. Fait que selon les critères de chacun, peut-être que c'en est pas une. Quand je le regarde avec du recul. Exact, c'est ça, là. Ça dépend, là. Mais c'est ça, oui, mais ça, c'est toi, là. C'est ça parce que financièrement, tu avais accès, j'avais pas accès aux bourses, mais j'avais accès aux prêts. Ouais. Parce que je travaillais pour payer mes études, donc je pouvais pas avoir. C'est ça qui vraiment qui me fait peur. C'est que je me dis, OK, t'as pas de bourse, t'as juste des prêts. Et là, ben ton prêt a fait tes études, tu vas devoir combien? Puis tu sais, quand t'es plus jeune, c'est 1000 piastres. C'est 1000 piastres. Puis là, quand tu commences à le projeter, c'est peut-être 30 000. Ouais. Là, tu vas faire quoi? Tu comprends pas déjà que tu vas faire plus d'argent quand tu vas sortir. Je comprends. Et t'as pas nécessairement les ressources nécessaires autour de toi pour te parler, t'expliquer, t'encadrer, puis que finalement, tu vas avoir l'argent de payer, mais tu sortes. Là. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu dis à un jeune qui nous regarde, qui a peut-être entre, je sais pas, moi, 15, 20, 25 ans, qui soit a commencé un cours ou bien il se demande s'il ne devrait pas se réorienter. Qu'est-ce que tu lui dis par rapport à ça? Tu lui dis-tu de se projeter, justement? C'est-tu ça ton conseil? Moi, mon conseil, puis c'est ce que j'essaie de mettre en pratique, c'est il faut que tu fasses ce que tu aimes. Tu sais, quand tu choisis un métier en fonction de faire de l'argent, il n'y a aucun métier que la description de tâche, c'est faire de l'argent. Ça serait le fun, mais c'est pas ça. Puis finalement, tu réalises qu'il y a bien des métiers qui sont à prime abord pas payants, mais qui peuvent le devenir dans la façon que tu vas le pratiquer.
Donc, c'est quoi? Moi, je crois beaucoup à faire ses passions, faire ce que tu aimes, parce que quand tu fais ce que tu aimes, tu ne comptes pas tes heures, tu ne comptes pas l'effort et tu ne le fais pas de manière ordinaire. Et les gens qui se démarquent pourquoi? Parce qu'ils font les choses d'une manière différente des autres. Et ces gens-là vont créer des opportunités. Puis ça revient un peu, ma manière de penser, c'est que tu ne sais pas exactement ce qui va arriver. Tu sais, dans mon cas, je me suis entraîné pendant 7 ans en pratiquant un sport qui n'existait pas au Canada. Ouais. Mais j'ai quand même arrivé à le pratiquer. Ouais, Pourquoi? Parce que je n'ai pas lâché. J'ai continué de me projeter. J'ai continué à travailler puis me préparer. Ça aurait pu ne pas fonctionner, mais même si ça n'avait pas fonctionné, ça m'aurait ouvert des portes. Tu sais, tu vas tomber plus haut. Qu'est-ce que tu le fais pas? Absolument. Je prends juste 1 minute de cette très intéressante entrevue avec Hugo Girard pour vous rappeler que lorsque vous commentez, lorsque vous abonnez, au moment où on se parle, il y a un peu plus que 6000 personnes sur ma chaîne. Je vise 10 000 d'ici la fin de 2025. Ce serait vraiment génial si on était 10 000. Formidable. Merci encore de me suivre dans mes projets de podcast. Je vous rappelle que mon Patreon aussi vous permet d'avoir tous les épisodes, que ce soit le spécial du gérant ou mes 3 pires erreurs, 1 mois à peu près avant tout le monde et surtout sans aucune publicité. Alors, c'est quand même pour un prix tout à fait raisonnable. Et quand vous voulez voir l'ensemble de l'œuvre de tout ce que je fais, allez tout simplement sur marcbollardworld.ca. C'est super bien fait. C'est un petit Linktree qu'on appelle où vous allez voir Angle mort, Patreon. C'est une seule place pour vous abonner. Il y a peut-être des choses que je fais que vous n'êtes même pas au courant et qui peuvent vous intéresser. Merci beaucoup. Il y a un gars, à un moment donné, qui dit « Je serais curieux de t'entendre sur ça. Qu'est-ce que tu en penses? » Ça a rapport avec ce que tu me dis. Je me souviens plus de son nom. Puis il avait écrit une petite phrase que j'ai lue dans son livre qui disait « La raison pour laquelle tu n'obtiens pas de résultats, c'est que tu fais juste focusser ces résultats. » Qu'est-ce que tu penses de ça? 100% d'accord. Pas vrai? Oui. Parce que ton résultat, là, c'est ton rêve. Ce qui va t'emmener au résultat, c'est le moment présent. Ouais. Ce qu'il faut que tu fasses là. Et demain. Et après-demain. Ça fait que la beauté, je te dirais, puis j'avais ça dans mon travail de policier, c'était un peu de même aussi. Quand c'est fait, c'est en arrière, c'est fini. Fait que autant les victoires que les défaites, les succès, les échecs, c'est la même chose. Parce que dans le moment présent, c'est ce qu'on fait là. Ce qu'on a fait hier n'existe plus. Ouais. Oui, on s'en souvient pour les bonnes raisons, pour un paquet de choses, mais ça reste, puis demain va dépendre de ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est pas tant important de penser à demain. Ce qui est important, c'est de penser dans le moment présent. Et si on regarde ça d'une manière pratique, bien souvent, quand il arrive un accident, quand il arrive quelque chose, c'est parce qu'on n'était pas dans le moment présent. On était ailleurs. Oui, c'est vrai. Faisons donc une petite parenthèse police. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir d'être dans la police? Ça sortait fort quand j'étais au secondaire, au niveau des choix de métier. Pour chez l'orienteur, genre? Oui, la discipline. Ça me parlait beaucoup. La discipline, la justice, aider les autres. Tu sais, le concept, là, quelqu'un qui est dans la misère, de donner un coup de main, ça me parle beaucoup. OK. Puis, je voulais être professeur, à vrai dire, professeur d'éducation physique. OK. C'est pour ça que j'ai été sciences humaines avec mathématiques, ouais, plutôt qu'aller en sciences peu. Je me disais, crime, je m'allais en sciences peu, puis c'est ça que je veux faire. Par le temps que j'entre dans ma première session, puis que tu réalises, c'est très contingenté, puis qu'au final, pas tant. Là, j'ai déjà commencé à me réorienter. Puis là, j'ai choisi, je vais faire mon cours de police. Okay. Là, j'ai fait mes cours de base. J'ai appliqué. Puis j'ai été accepté. Puis là, j'ai fait la transition. Fait que ça a fait en sorte que j'avais des petites sessions quand j'ai fait ma technique. Puis là, ça me permettait de travailler à temps plein, m'entraîner à temps plein, puis aller à l'école à temps plein. Puis ça a été comment? C'était à Gatineau, hein, je pense? Moi, j'ai fait mon cours à Québec. Oui, non, ça je sais, mais tu as travaillé pour la police de Gatineau. Oui. Puis c'était quoi l'expérience en général? Comment tu trouvais ça? Ah, j'adorais ça. Pour vrai, ouais? Oui, j'ai adoré le travail de policier. Combien d'années? J'ai travaillé 13 ans. J'ai été 13 ans pour les forces, hein? mais j'ai travaillé seulement que 6 ans. OK. Ouais, 5 ans. Ouais, 2000, Parce que la compétition t'a ramassé à temps plein, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Puis ils m'ont libéré sans sol pour que je focus sur mon entraînement. Ah, quand même. Fait que oui, j'étais chanceux. Mais le travail, j'aimais ça. C'est une satisfaction d'aider les gens. Quand on appelle la police, c'est pas parce que ça va bien. Non, exact. C'est parce que ça va mal. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide.
Des fois, c'est pas la police qui ont besoin, mais ça te donne la chance de pouvoir les orienter vers les bonnes ressources, puis quand même d'avoir un impact positif dans ta communauté. Et ça, j'adorais. Le bout que tu aimes moins, ou que j'aimais moins, c'est l'aspect politique qui vient avec ça. Parce qu'on comprend que la police est gérée par les politiciens qui sont en haut. Au niveau municipal, ben là, c'est la ville, puis provincial, ben, c'est le gouvernement. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis ben, ça, c'est là que tu comprends que tu n'as pas nécessairement à être d'accord avec tout, mais tu as besoin de faire ce qu'on te demande. Je te suis. Ça fait que tu peux, toi étant sur le terrain, tu peux trouver qu'il y a quelque chose, qu'il y a une orientation qui ne convient pas, mais c'est l'orientation qui a été choisie. Ça fait que, c'est ta job, puis il faut que tu la fasses. Ouais. Fait que tu n'es pas toujours d'accord avec tout ce qu'on te demande de faire, mais c'est ça qu'on te demande, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que tout le monde a toujours un boss en haut de lui. C'était quoi tes plus grands défis? Parce que je retiens aussi ta deuxième erreur quand tu dis que tu aurais pu avoir une gestion de ton temps. Ça a été quoi la période ou le moment qui te vient en tête où tu trouves que ça a été le plus compliqué de tout faire rentrer dans ton agenda? Parce que il a dû avoir une transition justement entre police puis athlète à temps plein. Ou, même moi, je sais, comme gérant d'artiste, je voyais, moi, les gars, Morancy, tout ça, quand ils quittaient un peu les bars, qui commençaient à être dans une autre ligue, faisaient des galas juste pour rire, l'agenda débordait. Parce que tu avais dit oui à des affaires qui achèvent, tu achèves de faire des bars, puis tu dis oui à des trucs que tu veux aller, c'est-à-dire faire des galas, des télés, faire de la radio. Il y a tout le temps un moment où on est coincé, il y a trop d'affaires. Tu as dû le vivre, ça aussi. Oui. Oui. Moi, je te dirais, la période qui fonctionnait bien, là, c'est la période où j'étais dans la police. Pas vrai? Oui. Parce que c'était facile. Je travaillais. Mais pas, attends une minute, là, tu faisais des jours, soir, nuit. Oui. Puis tu trouvais ça facile. Oui. God. Parce que j'avais un horaire, t'as une cédule. Oui, c'est sûr que là, sur 3 semaines, un mois, tu sais exactement à quoi t'attendre. Tu te casses pas la tête, c'est comme ça, ça devient... Puis j'adore ça, là. Je suis un gars qui a des tocs. Fait que moi, il faut que ça devienne une routine. Fait que là, dans ce moment-là, je trouve ça facile. C'est par la suite, quand je tombais à temps plein là-dedans, oui, t'as plein d'affaires, oui, t'as plein d'opportunités, mais là, il faut que tu continues à prioriser ton entraînement et répondre aux demandes auxquelles tu as acquiescé. Puis, il y en a, ben, tu comprends que si tu ne travailles plus comme policier, il faut que les sous rentrent. Fait que là, tu travailles des commanditaires. Des commanditaires, c'est pas qu'on t'envoie un chèque puis tu fais rien. Ben non. Finalement, tu en fais pas mal plus. Puis là, ben, tu te rends compte que là, ben, il fallait que je m'entraîne sur la route. T'sais, fait que là, je me souviens, moi, j'ai été 8 ans avec The Wall Black & Decker. Fait que j'ai fait le tour du Canada. Je suis allé partout. J'ai fait tous les stades de la CFL. J'ai dû faire à peu près toutes les ouvertures de quincaillerie qu'il y a dû avoir pendant 3 ans. Puis là, ben, je me promenais. J'avais mon trailer avec des affaires d'homme fort. Puis ça me permettait de pouvoir m'entraîner. C'est que tu traînais ton gym. Je traînais mon gym. Ta grosse boule en blanc. Qu'est-ce que t'amenais? Ben, c'était des affaires qui pèsent le rack pour lever des voitures, les pierres, après ça, marche fermier. Ah oui. Oui, puis là, ben, des gyms, t'en as partout. Fait que la partie gym, c'était facile. Oui. Puis là, ben, j'avais des démonstrations à faire souvent à travers ça. Mais là, j'emmenais des choses avec lesquelles il fallait que je m'entraîne. Je comprends. Puis là, je joignais l'utile à l'agréable. Fait que ça demandait une gestion. Puis là, beaucoup, beaucoup de routes. Ça n'a pas été des années faciles. Ça veut dire quoi, beaucoup de routes? Environ, je te dirais, 80 000 km par année. Par année? Ouais. God. Comme tu as patrouillé le Canada, ma foi du bon Dieu. Moi, j'ai fait, à vrai dire, j'ai fait le tour du Canada avant de faire le tour du Québec. Pour vrai? Ouais. OK. J'ai commencé par le tour du monde, après ça, le tour du Canada, après ça, le tour du Québec. C'est vraiment drôle. Absolument. Ouais. Wow. Fait que ça a été... Et donc, à ce moment-là, gérer l'horaire, c'était plus compliqué. Oui. Parce que c'était pas tout canné, là, comme tu disais, dans le temps de la police. Oui. Puis, les dernières années... Mais est-ce que ça explique ce que tu considères être une de tes erreurs? C'est parce que toi, tu me balances ça comme c'est une erreur, j'ai mal appliqué mon temps, c'était pas optimal. Mais c'était peut-être difficile aussi de mettre ça optimal, je sais pas. Peut-être, mais tu sais, il y a des moments où je considère que j'ai une demi-journée, puis cette demi-journée-là, peut-être que pour quelqu'un d'autre, c'est pas une erreur, mais moi, je la perdais à m'amuser, mettons, avec mes chums. OK. À faire des choses que finalement, il y aurait eu des priorités ailleurs. Je comprends. Tu peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y a une manière aussi, il faut que tu laisses du lousse aller, mais je considère que j'ai perdu beaucoup de temps. Tu sais, de t'asseoir une soirée à écouter la télé, il y a sûrement des choses de plus importantes à faire. Pourtant, tantôt, tu es le premier qui a mentionné l'idée d'avoir une vie sociale,
Tu sais, de ne pas être un ermite Oui, de sa mais pratique. d'assis devant la TV, t'es pas social. Je comprends. Tu te ramasses à faire de quoi que t'es tout seul en relation avec personne. Oui. Fait que, donc, autrement dit, d'avoir des interactions, mais qui t'amènent à faire en sorte. Je vais donner un exemple. On est assis ici, on a une conversation. Cette conversation-là, c'est pas une perte de temps, ça nous amène à avoir des réflexions, des échanges, qui font en sorte qu'on se relance, puis que là, on va parler de sujets qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, mais qui nous amènent justement Absolument. à développer autour de ça. Combien de conversations qui mènent à rien qu'on a avec des gens? Je te suis. Fait que c'est un peu ça. OK. Fait que quand je regarde avec du recul, il y a beaucoup de conversations que j'aurais pu éviter, Ouais, qui m'auraient sûrement permis d'avancer OK. et d'avoir des conversations qui m'auraient fait évoluer en tant qu'individu Je comprends. avec d'autres personnes. Fait que ça, c'est un exemple en particulier. Puis, c'est plus facile avec du recul, lorsqu'on est rendu à un certain âge, de comprendre ce genre de choses-là. Puis là, ben, tu te rends compte que tu traînes beaucoup de poids dans ton sac que tu n'as pas besoin de traîner. OK. C'est quoi dans cette business-là, c'est quoi le rapport avec la drogue, le pharmaceutique, etc.? C'est quoi? Écoute, c'est clair que c'est un sport. Tous les sports de performance ont une relation avec ce qu'on va parler des produits dopants. Mon appréciation de ça, ça devient une question personnelle. On parle d'éthique professionnelle, puis on parle d'éthique personnelle. L'éthique professionnelle, dans mon cas, moi, j'étais policier. T'arrêtes des gens pour la consommation, la vente, la détention, ce genre de produits-là. Donc, ça fait un poids dans ton aspect décisionnel. L'autre aspect, là, je parle au niveau d'éthique personnelle, parce que je vais garder ça à moi et non l'envoyer vers les autres. Là, moi, j'ai commencé à m'entraîner. Oui, tu as un objectif à atteindre. Moi, ma passion, c'est l'entraînement. Tu sais, encore maintenant, je ne compétitionne plus. Puis je m'entraîne probablement autant que beaucoup de personnes qui compétitionnent parce que j'aime ça, j'ai du plaisir à le faire. Et ça, pour moi, c'est pas quelque chose où ma motivation était de devenir populaire et de gagner ma vie avec ça. Je comprends. Donc, pour moi, le gain versus le risque, c'était vraiment important. Puis au final, tu peux toujours mentir à toi-même, mais tu peux jamais mentir aux autres. Excuse l'inverse. Tu peux toujours mentir aux autres, mais tu peux pas mentir à toi-même. C'est très vrai. Puis ça, c'est important. Puis, tu sais, tantôt, quand je te parlais, le vrai défi, c'est d'exploiter ton plein potentiel. Si tu as mon plein potentiel, je reviens à ce que je disais tantôt, m'amène à avoir une 3e position. Sais-tu quoi? Je l'ai fait ma job. J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, mais ceux qui sont sur le stuff, ils veulent développer leur plein potentiel. Mais Aussi, t'appelles ça tricher, c'est ça? T'appelles ça tricher, mais là, je reviens. C'est pour ça que je l'amène au niveau personnel. Ouais. Parce que tu peux pas évaluer nécessairement. Dans mon cas, moi, il y a des compétitions qu'on était testées, il y a des compétitions qu'on ne l'était pas. OK. Tu vois, ça, déjà, je savais pas. Donc, est-ce que ça fait en sorte qu'à chaque fois que je perdais contre quelqu'un qui consommait? Peut-être. Puis est-ce le saura-t-on. Et le saura-t-on, exactement. Tu sais, en 2004, on a été testé, j'ai été testé à peu près 4 fois dans la même compétition. Je ne suis pas prêt à dire que c'est tout le monde qui a été testé 4 fois, là. Pourquoi d'abord? C'est random de même? C'était censé être random, mais je ne crois pas que ça l'était pas. Ça l'était. OK. Quelqu'un voulait te piéger. Je ne crois pas que c'était piégé. Je pense qu'à un moment donné, l'objectif était à ce moment-là, cette époque-là, ils ont comme voulu introduire les tests. Ouais. Puis montrer à quel point ils étaient sérieux. Exactement. Puis là, finalement, peut-être que tu testes, c'est là que tu penses qu'ils ne sont pas, plutôt que tester, c'est là qu'ils pensent qu'ils sont. Donc, il y a une année qu'il y en a un qui a perdu son titre, puis c'est cette année-là, en 2004. Ouais. OK. Mais je connais pertinemment des gens qui n'ont pas été testés, qui, eux, l'avaient dit parce qu'ils ne croyaient pas, puis qu'ils n'ont pas fait attention, là, ils sont arrivés là-bas, puis bizarrement, ils n'ont pas été testés, eux autres. Pourquoi? C'est quoi les stuffs qui sont permis? T'sais, comme exemple, la créatine, je peux pas croire que c'est interdit. Tous les suppléments alimentaires, en majorité, sont permis. Okay. Par contre, là, si on tombe au niveau sport olympique, ben là, il arrive avec un paquet de listes de produits qui sont disponibles over the counter qui peuvent avoir un impact. Donc, à ce moment-là, il faut y aller voir à ton association sportive pour déterminer qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas. Donc, ça arrive très peu souvent, je crois, qu'un athlète va tester positif et que c'est un accident. Ah oui, hein? Ouais. OK. Mais ça peut arriver.
parce qu'il y a certains suppléments que des fois, mais qu'ils n'ont pas les mêmes normes au niveau des procédés de fabrication, dépendamment de où ce qu'ils sont produits. Donc, de la contamination croisée qu'ils appellent, mais ça arrive peu souvent. C'est quoi la vision, tu penses, que les autres athlètes de toutes catégories confondues ont de ta pratique? Un joueur des Canadiens, là, ça se dit-tu, Hugo Girard, c'est un top dans son domaine, ou bien c'est comme Hugo Girard, il pousse des boules en ciment? Là. Je te dirais que une des réalisations que j'ai fait, c'est drôle parce que j'étais en conférence pour me poser la question, que je pourrais dire que je suis fier, c'est d'avoir réussi à de me faire percevoir comme un athlète, plutôt que juste un freak de force. Je comprends. Parce que je l'ai vécu, j'ai eu beaucoup d'interventions ou d'interactions avec des gens de différents domaines. Oui. Et souvent, ils vont me connaître, me reconnaître. J'ai participé à beaucoup d'activités où je retrouvais d'autres athlètes et j'y étais invité en tant qu'athlète. Et ça, pour moi, c'est une des grandes réalisations que j'ai faites. C'est que tu as fait ça pour le sport, quasiment plus que le sport pour toi. Oui. C'est toi là, qui as amené ça. Là, oui, mais en même temps, c'est toi. Tu sais, de façon personnelle, tu sais, quand tu pratiques un sport, puis qu'on ne te perçoit pas comme un sport, ou comme un athlète, c'est difficile parce que tu fais tout comme un athlète. Exact. Et là, que d'avoir cette reconnaissance-là, mais là, finalement, tu dis, OK. Puis ça, c'est pas venu parce que tu levais des poids et tu étais juste fort. C'est dans ta manière de faire les choses. Ah, précise. Ben, comme je mentionnais tantôt, être un champion, pour moi, être un champion, c'est pas juste de remporter un trophée. OK. Pour moi, être un champion, c'est 24 heures. C'est 24 heures, c'est dans tout ce que tu fais. Tu sais, les gens, là, tu peux pas être un bon gars la semaine puis un mauvais gars la fin de semaine. C'est bien dit. C'est la même affaire. Il y a Mike O'Hearn, tu dois connaître, Mike O'Hearn. Oui. Puis des fois, je regarde ses vidéos, je trouve ça intéressant. Puis il lisait un email de quelqu'un qui a écrit, puis qui dit « Hey, salut Mike, il dit juste pour te dire que je suis ta diète à 100%, je suis 100% de ta diète 50% du temps. » Puis il avait dit, man, il dit, c'est comme si tu me disais, moi, là, j'économise pour m'acheter ou partir en voyage, puis 7 jours, je fais bien attention, mais le dimanche, je flow ben mort. L'idée, j'ai trouvé ça écœurant. Fait que c'est exactement ça. Ouais. Fait que tu l'es ou tu ne l'es pas. Je comprends. Puis ça, ça devient une question de choix. Fait que c'est quoi les départements où tu dis que tu es à niveau aussi dans ta vie en général? Tu veux dire quoi? Ben, je veux dire, en tant qu'athlète, c'est réglé. Oui. C'est où les autres places où tu dis que tu fais attention pour être à niveau? Ben, au niveau professionnel, ce que j'essaie de faire, c'est d'amener le même genre de discipline et de dépassement. Je te dirais, j'essaie de l'appliquer dans pas mal toutes les sphères de ma vie. OK. Tes relations? Ouais, ça, c'est un peu le bout, là. C'est le bout où ça boite un petit peu plus et au niveau... Non, mais quand je dis relation, c'est pas nécessairement avec ta blonde ou pas. Non, je parlais pas dedans, mais... En général. En général, je suis quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, pas beaucoup d'amis. OK. Pourquoi? Parce que c'est une des choses que j'aurais aimé avoir un peu plus d'équilibre. Puis maintenant, je te dirais que c'est tellement dans toi où ce que tu focuses, qu'est-ce que tu as à faire, que finalement, qu'est-ce que tu as à faire prend le dessus sur beaucoup de choses, où ce que je pourrais avoir des activités avec les autres qui m'amèneraient à possiblement interagir et avoir un peu plus de vie sociale. T'es-tu un gars gêné? Parce que c'est dur à dire si t'es timide ou pas. T'es comme... Probablement plus introverti, puis c'est pas ça qu'on voit ou qu'on sent. Ouais. Ça, c'est le côté professionnel. J'ai appris à dealer avec ça. Mais si je suis honnête avec toi, j'aime ça passer du temps tout seul. OK, t'es un solitaire. Oui, j'aime ça. Faire mes affaires. J'aime le monde. J'aime être dans le monde. Je travaille dans le monde. J'ai cette chance-là. Mais si j'ai le choix, j'aime ça. Être seul dans mes affaires. OK. Avec mes chiens, puis être dans la nature, là, j'adore ça. T'es pas un ennuyeux? Non, du tout. Jamais? Tu te sens jamais tout seul? Ou pas vraiment. Parce que là, on va tomber dans les choses que tu as à faire. Ouais. Ça fait qu'il y a tout le temps de quoi. Puis tu sais, la beauté de ça... Mais toi, rien foutre, ça se peut-tu? C'est difficile. OK. Tu sais, je te fais pas rien foutre à regarder au plafond, mais vraiment dire à soir, je me claque 2 films de suite. Exemple. Ah, ça m'est arrivé dans le temps des fêtes. On dirait que le temps des ouais, fêtes, pour là, moi, tu peux être... Là, je déconnecte. Là, okay. Là, je déconnecte vraiment. Mais tu sais, quand je vais en vacances, là, une semaine, je trouve ça long. Une semaine? Oui, mais tu vas où en vacances? Mettons, je vais dans le sud. OK, mais il y a plein de sports à faire, puis tu es un gars actif, puis tout, non? Ouais, non, mais là, si tu vas dans un tout inclus. Oui. Ouais, là,
Là, après 2-3 jours, là, je me retourne en rond. OK. Là. Fait que moi, si je vais là-bas, ou si je voyage, ben ça va être pour aller visiter. Je n'aurai pas un tout inclus. Je vais me faire un plan. Je vais bâtir, je vais aller voir ça. Quand je faisais les compétitions, c'est ça que je faisais. Je m'arrangeais toujours. Tu visitais la ville où tu allais? Oui, je m'arrangeais toujours pour avoir un peu... c'était quoi le moteur économique de l'endroit? Ah. L'histoire. Y a-tu de l'histoire? Je suis un gars qui adore l'histoire. OK. Le côté historique de l'endroit où j'allais. C'est quoi les choses à visiter? C'est quoi les choses à voir? Fait que je m'arrangeais toujours pour avoir 2-3 jours pour aller chercher ça. Puis je trouvais que c'est une belle richesse au niveau personnel d'aller chercher. Puis je ramène toujours un souvenir qui était typique. Pas nécessairement quelque chose qui a une grande valeur, mais quelque chose qui décrit bien le pays où tu vas. OK. T'as-tu fait pas mal de voyages? J'ai fait, je pense que j'arrive à 60 pays. Hein? Donc combien à cause des compétitions? La majorité. Genre quoi, 50? Peut-être une quarantaine. 40 pays. T'as fait 40 pays en compétitionnant. Oh, on a fait beaucoup. Pas mal tous ouais. les pays d'Europe. Je suis allé à plusieurs endroits Asie? en Afrique, en Asie. Un peu moins en Asie, mais tu sais, je suis allé en Russie à quelques reprises, à différents endroits. Dans les pays de l'Est, c'est très populaire. Oui, la force là-bas est très populaire. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser, les gens sont vraiment gentils. C'est vrai? Oui. Fait que tu as eu juste des belles expériences. Vraiment. Vraiment des beaux souvenirs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le peuple et la classe politique. Donc, nous, ce qu'on voit, ce qu'on ressent à travers les nouvelles et les médias, ben, c'est souvent relié au côté politique de l'endroit. C'est ça que les nouvelles... Par contre, au niveau des gens, j'ai vraiment adoré ça. Plus que d'autres places. Assez pour le souligner. Là. Assez pour le souligner, oui. OK. Vraiment. J'étais allé à Moscou, puis là, j'arrive à l'hôtel, puis il y a une personne de l'hôtel, elle sait qu'on est là pour les compétitions, nous a offert de nous faire le tour de la ville, on est allé visiter le métro, tu sais, c'est comme, wow! Du staff de l'hôtel. Ouais. Quand même. Fait que c'est le fun, tu sais, il y avait un côté où ce que les gens étaient attachants. Tu sais, tu vas en Pologne, souvent les pays satellites, on pouvait vraiment avoir un genre de connexion. Tu sais, eux, là, sous l'ère soviétique, ils l'ont eu rough. Ouais. Et c'est un peu au Québec, où on était entouré d'Anglais, mais à une époque, on l'a eu rough aussi. Là. Fait qu'il y a un peu des relents de ça qui restent, qui fait que tu es capable de connecter. Puis là, il te parle de l'histoire. Puis là, à cette époque-là, quand j'y allais, on voyait vraiment le clash entre un bâtiment soviétique versus post-soviétique. Là. Ah ouais. Ouais. Tabarouette, t'as fait des beaux voyages. Puis ce qui est drôle, c'est que pour le travail, j'ai voyagé aussi. Puis là, quand je suis retourné dans des pays, justement, d'anciennes républiques soviétiques, tu retrouvais ça, mais un petit peu moins, parce qu'on voit que là, ça a beaucoup changé. Les gens ont tendance à vouloir effacer ça de leurs souvenirs. Fait qu'on en voit moins. Puis quand t'en vois, là, ça me rappelle quand j'y allais au début des années 2000, où c'était en développement. Ouais. C'est quoi le rapport entre ton sport, c'est quoi le nom technique de ton sport? Comment on appelle ça? On appelle ça... Athlète de force? Athlète de force. Bon. Pour les femmes, qu'est-ce qu'il y en est? C'est-tu encore ben underground ou est-ce que c'est en développement? C'est en développement. Aux États-Unis, ils ont vraiment développé ça à un autre niveau. Ils ont des femmes, ils ont des jeunes, ils font des compétitions juniors. Je me demande s'ils n'en font pas même juvéniles. OK. Je ne suis pas nécessairement 100% d'accord avec tout ça. Mais ça reste qu'ils l'ont amené où ça devient plus populaire. Puis c'est bien correct aussi. Tu sais, c'est une question de choix. Il n'y a personne qui tord le bras de personne pour aller pratiquer ça. Est-ce qu'ici au Québec, il y en a des femmes qui sont de haut niveau? Je vais être honnête, je suis vraiment décroché OK, c'est que tu n'es pas au courant nécessairement de qui fait quoi. Là, je comprends. Fait que là, première erreur, tu m'as dit j'aurais dû continuer mes études. Ouais. Deuxième erreur, j'ai pas optimisé mon temps. Ouais. Troisième, ce serait quoi? Wow. Ça résume, sais-tu les deux qui résument l'ensemble? Non, je pense que la troisième, de ne pas apprécier assez ce que j'ai fait. Ah ouais? Ouais. Et puis tu vois, je trouve que ça s'attache tout. Oui, effectivement. Parce que quand tu me dis, excuse, je te coupe, mais c'est parce que ça me saute d'en face. Quand tu dis que quand tu as gagné enfin le prix, que c'est toi l'athlète de force numéro 1 au monde, tu es couché sur ton lit, il faut que ta blonde dise, t'as pas l'air content, ouais, j'aurais pu faire mieux. Tu savourais pas, là, clairement. Là. Non, pas vraiment. Puis tu sais, c'est vraiment présent. Parce que j'ai toujours, j'étais un go get it. Il faut qu'il y ait de quoi. Il faut que je travaille pour quelque chose. Puis ça, c'est de quoi que finalement, comme j'ai mentionné tantôt, quand j'ai réussi de quoi, j'ai pas m'en dire, je pourrais probablement faire mieux. Dans tout? Ouais.
Ça vient d'où? Probablement du milieu d'où ce que je viens. Ou ce que si j'avais pas eu cette attitude-là, mais j'aurais pas sorti de là. Sûrement pas de la manière dont je l'ai fait. OK. C'est comme si toi, tu as été dressé, entre guillemets, qu'il fallait que tu ailles tout le temps faim. Tu peux pas juste dire, j'ai mangé, c'était bon. Non. Faut recommencer à avoir faim. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme quand tu arrives au-dessus de la montagne. Tu fais quoi? Ouais. Peu importe où ce que tu vas. T'es en haut, là. C'est ça, tu descends. Là. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait que là, ce que j'essaie de faire, c'est que je me réinvente. Puis je trouve des nouvelles façons de repousser mes limites. Puis c'est la beauté de ça, c'est que finalement, que tu réalises que tu n'es pas un one-trick pony. Puis que tu peux avoir d'autres talents. Puis Tu pensais ça à un moment donné? Que tu oui. étais le gars qui levait des charges, point barre? Oui, ça a été difficile de faire la transition vers d'autres choses parce que j'étais tellement absorbé par ça. Tu sais, des fois, ce qui est drôle, c'est que j'entendais de la musique. Puis là, je me disais, hey, c'est bon, ça, c'est nouveau. Ça faisait 10 ans que c'était sorti. Parce que tu étais complètement off. Parce que tu étais off. Ouais. 10 ans, pour vrai, là? Oui, des chansons, là. Ah, moi, j'étais sûr, c'est donc bien bon. Ouais. C'est qui quand tu ça va marcher. Après ça, mettons des films ou des séries. Oui, non, il y a complètement. un paquet d'affaires que j'ai passé aux côtés. Là. Je te suis. Fait que, ouais. Fait que j'étais vraiment absorbé là-dedans. Bien, ça, c'est pas un défaut parce que ça amène probablement à ce que tu as vécu. Oui. Mais ce qui est spécial, moi, je trouve ça spécial parce que je suis pas fait comme toi là-dessus. Moi, j'ai vraiment la capacité de dire... Moi, c'est bien facile pour moi de dire « Hey, là, j'ai fait tout un coup aujourd'hui, puis c'est formidable, puis je vais... » Ça peut être là que je vais réécouter un film que j'aime, là. Tu sais, mais me récompenser, pour moi, ça fait partie de ma façon de fonctionner, totalement. J'ai toujours été de même, je sais pas pourquoi. Ce qui n'est pas de mauvaise chose. Ben, je pense que c'est bon, sérieux. Oui, effectivement. Honnêtement. Ouais. Parce que, puis je suis toujours curieux de voir quelqu'un qui dit, j'ai de la misère à... Je le nommerai pas, là, mais un gars que je connais proche de moi, à un moment donné, il avait animé un gala juste pour rire, puis ça avait été un giga carton. Puis dans l'âge après, il m'avait dit, il dit, là, je file bien, t'sais. Puis je me disais, man, le nombre de bons coups que tu fais, c'est un après l'autre. Ça en prend tellement pour qu'ils me disent, là, je file bien, que je trouvais ça... c'est pas normal. T'es supposé trouver qu'il y a plein d'autres affaires que t'as faites depuis longtemps qui méritent de dire que tu files bien. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, t'as raison là-dessus. Là. Mais tu sais, il va toujours avoir un aspect critique. Il va dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est-tu la peur, c'est-tu la gestion du risque? C'est-tu comme si à quelque part, t'as l'impression que si tu te récompenses, tu vas slacker puis tu risques d'être moins bon? Et j'ai comme l'impression qu'il y a un peu de ça. C'est un peu comme si tu vas devenir complaisant. Ouais. Tu sais que tu vas... Rationnellement, tu vois bien que c'est deux Je le comprends. Mais dans le pratique, tu sais, il y a un côté... comment je te dirais bien ça? Je suis capable de le voir. Puis là, là-dessus, on va se comprendre. Là. C'est plus facile à appliquer pour les autres. Tu le vois, tu le comprends. Quand vient le temps, tu sais, moi, ça a été ma recette pour arriver là. C'est dur à changer quand tu as une recette qui marche. Ça, c'est bien dit, ça. C'est vraiment dur. Ouais. Parce que, oui, rationnellement, je le comprends. Je suis capable de l'expliquer aux autres. Sauf que ça reste que c'est ta recette. Ça reste que c'est ma recette. Puis moi, ma recette me dit, OK, pour moi, ça marchait de même. Tu sais, il y a beaucoup de choses que, pour être honnête, si je ne le fais pas de même, ça ne marchera pas. T'en es convaincu? T'as eu la preuve? Ou c'est que ça que tu crois? J'en suis convaincu. Okay. J'en suis convaincu. Pourquoi? Tu sais, de me faire reconnaître comme athlète, ça a demandé beaucoup de travail. C'est clair. Pas juste de remporter des concours. Non. C'est dans ta manière de faire tout le reste. Oui. Donc, tu comprends que quand tu viens avec ça, ben les gens, maintenant, les gens te connaissent, ils te reconnaissent, ils comprennent. Mais moi, je me souviens, là, quand j'ai commencé à m'entraîner dans la rue chez nous, à Gatineau, justement, puis que je faisais basculer un pneu, puis que là, il y a une madame qui passe, je suis en train de reprendre mon souffle parce que je viens de faire 10 rotations, puis la madame, elle me regarde, puis là, ben, elle se tasse, puis elle me trouve bizarre, solide, là, tu sais, elle monte sa fenêtre, elle barre sa porte, puis elle ralentit, puis elle a l'air à se demander... Tabarouette, il n'est pas brillant, lui, parce que s'il le fait tourner sur l'autre sens, il va rouler plutôt que de forcer de même. Donc, les gens comprennent pas. Tu sais, mon chiropraticien, quand je suis allé le voir la première fois et que je suis rentré dans son bureau, c'est ce qu'il m'avait dit
2 ans plus tard, après qu'on soit devenus des amis, il dit, la première fois que tu es rentré chez nous, je ne pouvais pas comprendre qu'un être humain voulait ressembler à ça. Ah ouais. Il ne comprenait pas à quoi ça servait. Donc, on comprend que ce n'est pas la grosseur de la pierre que tu soulèves qui impressionne les gens. C'est des raisons pour lesquelles tu la soulèves. La démarche. La démarche et tout ça. Et quand les gens sont capables de voir ça, là, à ce moment-là, ils comprennent. Donc, ma différence pour la tourner en atout puis en avantage, ben, ce que ça me demande plus de discipline pour être capable de projeter la manière dont moi je me perçois. Tu me suis? Oui. Donc, si je veux que les gens me perçoivent comme un champion, il faut que moi, j'y crois que je suis un champion, puis il faut que je fasse des choses comme un champion, parce que les gens, tu comprends-tu, quand t'es gros, puis t'es costaud, ben, quand je suis content, t'as l'air vraiment content, puis quand je souris pas, puis t'as l'air bête, t'as l'air vraiment bête. Et donc, cette espèce d'intégrité-là, toi, t'as embarqué, tu me dis si je suis correct, t'as embarqué l'idée que de te récompenser puis d'être content de ce que tu fais, ça vient mettre une tâche à ça. C'est ça. Exactement. Puis là, tu le sais, tu t'en es conscient, tu le sens, mais ça reste que tu n'es comme pas capable d'enlever ça, ce poids-là. Fait que ça fait partie des défis avec lesquels que je deal maintenant. Tu es conscient de ça au point que tu travailles ça sur une base quotidienne. Oui. Puis tu sais, avec mon fils, ce qui est le fun avec mon fils, on a beaucoup de conversations. Quel âge ton gars? Il a 19 ans maintenant. OK. Puis ça fait déjà plusieurs années. Es-tu là-dedans? Il s'entraîne, oui, il joue au football. OK. Puis c'est le genre de conversation, puis je veux pas qu'il y ait ce fardeau-là à traîner. Donc, je suis capable de comprendre, mais de le mettre en pratique, c'est vraiment un défi. Là. Puis ça part de loin, possiblement de ma tendre enfance puis de ma jeunesse. Fait que là, c'est là, c'est des lacunes. Puis moi, ben, je veux pas passer, je te dirais, tes cicatrices ou tes... Oui, des stigmates, d'un à l'autre. D'un à l'autre, j'ai pas envie de passer ça. Fait que je comprends. Fait que dans mes conversations, je l'emmène pas là. Tu comprends-tu? Fait que d'avoir un échec, je suis conscient qu'avoir un échec, ça arrive, puis que tu as besoin d'échecs pour grandir. Mais est-ce que je vis mal l'échec? Oui. Ouais. Sauf que tu n'en as pas peur. C'est ça qui est impressionnant. Parce que quand on écoute tout ce que tu m'as dit là, à date, tu n'as jamais... Écoute, tu n'as même pas travaillé, oui, pour des résultats, mais on l'a abordé tantôt. Tu as travaillé parce que ça, tu disais, c'est mon craft. C'est ça que je fais, moi, aujourd'hui. Ça va techniquement m'amener à quelque part, mais c'était même pas si évident que ça. Comme tu le disais, c'est un sport qui n'existait même pas. C'est quand même hallucinant. Ça fait que tu as tout le temps eu ce désir-là de foncer, mais tu gères pas le risque parce qu'on dirait que ça t'intéresse pas tant, le résultat. On dirait que tu es tout dans la démarche. Ça fait qu'il faut que ta soif de réussir soit plus grande que ta peur d'échouer. Ouais. Puis d'échouer, je reviens sur ce que tu disais tantôt, tu peux pas échouer si tu fais les choses du mieux que tes capacités. Toi, tu considères que si tu as livré de ton meilleur, tu peux pas appeler ça un échec? Tu peux pas. Parce que, malheureusement, on a chacun nos limitations. Tu sais, notre potentiel n'est pas le même. Peut-être que pour une activité donnée qu'on va tous les deux faire, commune, ben, tu vas avoir plus de facilité. Tu travailles aussi fort que moi, je travaille aussi fort que toi, mais tu vas être meilleur que moi. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Là. Ouais. Mais si moi, j'ai tout donné dans ce que je voulais, ben, pour un autre, c'est peut-être un échec. Pour moi, c'est une réussite. J'ai fait du mieux que je pouvais. Et là, tu comprends que tu n'es plus dans le pareil, tu es dans l'être. Et là, ça te ramène à, je me mesure pas en fonction du regard des autres, je me mesure en fonction de mon regard à moi. Fait que pour certaines personnes ou pour beaucoup de gens, t'es bon, t'es fin, t'es beau. Mais pour toi, est-ce que tu l'es? Puis oui, là-dedans, mon défi à moi, c'est de trouver un équilibre dans ça. Mais je ne mesure pas selon les standards de la société, je me mesure selon mes standards que je me suis établi. Parce que si je m'étais mis les mêmes standards, je ne crois pas que j'aurais eu le même résultat. OK. Fait qu'aujourd'hui, ton quotidien, ton défi numéro 1 pour éviter les erreurs que tu m'as parlé, c'est quoi? C'est sur quel clou que tu cognes le plus? Ben, c'est drôle, hein, tu sais. Ce matin, j'avais des choses à transporter. Ben, si je passe à côté, puis il faut que je le pointe du point A au point B, je passe là, il est là, je le prends, je l'emmène là, je viens de le rapprocher. Je ne l'ai pas emmené à destination, mais il est déjà plus proche. Oui. Fait que là, c'est comme si pour me déplacer, je vais optimiser ça. Donc, mon défi, c'est d'optimiser mon temps, d'optimiser ce que je fais.
de me fixer des objectifs, d'y arriver le plus rapidement possible, mais dans le respect où ce que j'ai peut-être pas la même... je ne parlerai pas de même rigueur, mais j'aurais pas le même jugement que je me serais porté à l'époque. Donc, à l'époque, tu te jugeais beaucoup plus dur. Oui. J'étais encore dur avec moi-même, mais un petit peu moins pire. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ça? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, tu as slacké ça? Tu vas me dire, les grosses compétitions sont finies, mais ta vie, c'est autre chose aussi. Hein? C'est parce que, sais-tu quoi, le soleil va se lever demain matin, oui. Mais tu le disais pas, ça, avant? Non, je le disais pas avant. Parce que j'avais des difficultés. Tu ne projettes pas. Et là, tu fais, OK, si tu veux faire. J'ai eu une bonne journée? Oui. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Oui, mais c'est pas grave, demain. Puis là, demain, je vais faire mieux. C'est que ton portrait d'activité actuellement, c'est quoi? Grosso modo, là, tes semaines sont réparties à travers professionnellement ou perso. Là, c'est quoi que tu fais? Je m'entraîne pas mal tous les jours. Je t'ai mentionné ma routine. Après ça, c'est le travail, les différents projets sur lesquels je travaille. Télé, t'en as fait déjà beaucoup, là? Oui, là, on a autre chose à la table. Un autre projet qui est sur la table. Ensuite, on a le podcast. Ensuite, je suis porte-parole de différentes entreprises. Ça, c'est hugogirard.com, on a tout ça? Oui. OK. Fait que ça, c'est pas mal ça. Et est-ce que dans chacun de ces silos-là d'activités, tu peux appliquer ce que tu me parles aujourd'hui? Oui. Tu peux éviter telle erreur, tu peux focuser sur ça. Il faut toujours être en rétroaction sur qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des fois, la beauté de l'affaire pour les autres est bon, mais des fois, il va dire, OK, celle-là, ça a été moyen. C'est correct, je ne vais pas me taper sa tête, mais je sais qu'il va arrêter moyen. Fait que là, la prochaine fois, il faut que je fasse attention à telle affaire, Okay. Je vais faire mieux. Je donne des conférences aussi. Puis, c'est un peu ça. Des fois, j'arrive. Ton thème, c'est quoi? J'ai sur le dépassement, santé et sécurité au travail, l'intimidation, puis la santé fonctionnelle. OK. Puis, tu sais, des fois, j'arrive sur le lieu d'une conférence. Puis là, je suis un peu dans ma bulle. Puis là, des fois, on avait eu des feedbacks comme de quoi que j'avais l'air bête. Puis là, c'est là, mon agent me parle de ça. Il dit, moi, je comprends que pour les gens, c'est un peu un événement que tu arrives et qu'ils veulent passer du temps avec toi. Moi, par contre, tu me fais venir puis tu me payes pour que je fasse une performance. C'est ça. Puis pour que je fasse une performance, il faut que je me prépare. Il faut que mentalement... Oui. Tu commences pas à jaser. Exactement. Puis moi, ça marche pas pour moi de jaser puis de sauter là-dedans. Puis étant donné que je veux pas juste que ça soit juste je le fais, je veux bien le faire, mais si je veux bien le faire, c'est comme ça, parce que je n'accepte pas de pas bien le faire, je vis pas bien avec ça. Ouais. Puis je vais avoir le sentiment... Tu vas pas juste puncher, là. Non, je vais pas juste puncher, puis je veux pas faire ça, je vais arrêter de faire ça si je veux pas faire ça. Ouais. Donc ça, ce que ça emmène, ça emmène que, tu sais, la perception des gens est perçue d'une manière, mais c'est pas parce que tu as l'air bête, c'est juste que pour moi, il faut que je prenne le temps de me concentrer, de me préparer, et ça me prend un minimum de focus puis de tranquillité autour de moi pour être en mesure de le faire. Puis quand je sors de là, je suis content. Puis oui, c'est drainant, tu le sais, t'en fais. Si tu vas puncher, c'est plus ou moins grave. Ouais. Et quand tu fais de quoi puis tu te donnes, ça demande de l'énergie. Oui. Puis c'était bon, c'était correct, c'est inacceptable. Non, exactement. Puis là, tu te l'as mentionné tantôt, okay? Quand tu as fini et tu le sais que ça a bien été, tu as le sentiment de satisfaction. Ah oui, c'est formidable. C'est comme pour moi, quand je vais au gym, j'ai fini, OK, j'ai fait un bon training aujourd'hui. Est-ce que c'est le meilleur training de ma vie? Probablement pas. Mais est-ce que ça a bien été? Oui. Je suis content? Oui. Ouais. Je peux-tu bâtir là-dessus? Oui. Ouais. Tu sais, on parle un peu de ça avec mon garçon, c'est un peu ça. Tu sais, mon gars, j'essaie de modifier mon horaire en fonction de son horaire à lui pour m'entraîner avec. OK. Puis je bâtis son entraînement pour ses ambitions à lui. Pas les miennes. Moi, sont faites. Je comprends. Puis ce que ça me permet de faire, ça me permet de passer du temps de qualité avec mon garçon. 2, ça me permet de m'assurer le degré d'intensité, comment qu'il fait, la technique, m'assurer qu'il fait bien, puis qu'il puisse se dépasser. Puis des fois, on essaie des choses, ça va moins bien. Puis là, tu vois, il va se taper sa tête. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu retrousses tes manches? On va revenir plus fort. Ouais. Tu sais, c'est ça la compétition, ça m'a montré ça. Je les ai pas tous gagnés. Mais tu sais, l'attitude d'un champion, c'est tu gagnes pas toutes. Puis quand tu perds, c'est comment tu réagis dans la défaite qui va faire en sorte que tu vas devenir un champion. Puis malheureusement, pour être capable de gagner, il faut que tu en perdes.
Ça fait que c'était quoi ton attitude quand tu... D'abord, qu'est-ce que tu appelais perdre? C'était pas être premier? Oui. Ou pas être dans les 3 premiers? Non, si t'es pas premier, t'as perdu, là. Ouais, OK. Fait que là, après ça, qu'est-ce que tu fais? Mais là, il faut analyser ce que tu as fait. Là, c'est là qu'on revient, tu sais, ma perception. Oui. Si je peux pas avoir fait mieux, je me suis fait battre par quelqu'un de meilleur que moi. Et j'ai donné tout ce que j'avais. Fin d'histoire, un peu, là. Exactement. Mais là, tu es satisfait. Ce que je peux pas vivre avec, de m'être battu moi-même. Ouais. Parce que tu le sais, tu sais, au-delà de ça et de la performance, quand tu sais que toi, tu n'as pas tout fait comme tu aurais dû le faire, j'ai pas mangé comme j'aurais dû manger, je me suis pas entraîné comme j'aurais dû m'entraîner, je n'ai pas été discipliné comme j'aurais dû l'être. T'es-tu surpris que tu n'aies pas gagné? Ouais. Tu peux avoir l'air surpris, tu peux jouer à comédie, mais dans le fin fond, tu le sais, toi. Et ça, ce sentiment-là, là, c'est le pire sentiment au monde. Tu sais, c'est le sentiment de l'imposteur. Ça fait que c'est ce que je dis. Moi, ce qui est important, c'est que tu vas être dans l'être et non le paraître. Tu veux pas paraître bon. Tu veux être bon. Ouais. Et ça, pour moi, c'est mon évaluation à moi. Par la suite, le reste, je ne contrôle pas comment que les gens te perçoivent, mais au final, je me dis, plus haut tu vises, plus haut tu vas tomber. Hugo, as-tu un mot de la fin? Parce que je trouve que tu as fait le tour au-delà de mes espérances de tout ce que je voulais t'entendre. Là. Je pense qu'on a fait le tour aussi. C'était une C'est belle vraiment rencontre. As-tu un message que tu veux, une plug de quelque chose? Veux-tu rediriger les gens sur ton site, peut-être? Oui, peut-être hugogérard.com. Okay. Tout est là, hein? Tes projets sont là. Oui, tous mes projets sont là. T'as aussi t'as une ligne de vêtements, je rêve pas? J'ai une ligne de vêtements de travail. Ouais, c'est ça. Des suppléments sportifs. Wow. Fait que, oui, là, on a le podcast. Parle-moi-en un peu en terminant, parce que ça, moi, j'ai écouté l'épisode avec Pierre-Carl Ouellette dans ton propre studio, qui est magnifique, que tu as fait chez vous, c'est ça que tu m'as dit. Tu sais, ce que je voulais, c'est ça, c'est de bâtir quelque chose qui me ressemble. Ouais. Fait que ce qu'on retrouve à l'intérieur, c'est des choses que Hugo Girard aime faire. Dans la vraie vie, là. Dans la vraie vie. Fait que tu rentres dans mon univers. Ouais, c'est vraiment cher. C'est pour ça qu'on l'a appelé Sans limite, parce que je suis quelqu'un qui se fixe pas de limite. On n'a pas de limite de sujet. On n'a pas de limite de temps. Puis l'idée là-dedans, c'est de rencontrer des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Et la plupart du temps, lorsqu'on rencontre ces gens-là, on le sait qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, ce que je recherche, c'est de rencontrer des gens et essayer de comprendre qu'est-ce qui les a emmenés à faire ça. C'était quoi l'étincelle, la bougie d'allumage. Ah, c'est cool. Parce que je trouve que là-dedans, on peut apprendre. Ah, clair. Puis on apprend tout le temps, puis là, des fois, on va aller chercher des choses qu'on connaissait pas. Puis ça a parti de comment, ça? Ça a parti avec À vos risques et périls, où je rencontrais des gens qui venaient de milieux défavorisés, souvent des criminels. Puis tu trouves quand même des choses intéressantes à discuter avec eux autres et à apprendre. Mais je me dis, comment si on fait ça avec des gens qui ont réussi? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher de ça? Mais t'es très bon. Je tiens à te le dire. Merci. Je trouve qu'il y a un naturel extrêmement palpable dans la façon que tu mènes tes entrevues. Là, comme je t'ai dit, j'ai écouté ça avec Pierre-Carl Ouellette. Puis tout le long, je me disais, il est bon, Hugo, il fait bien ça. Tu sais, je trouve que tu connectes avec ton invité dans la vraie vie. Là. Oui, puis la beauté de ça, c'est que je suis capable d'utiliser mes expériences de vie pour amener puis échanger. Puis ça, je trouve ça le fun. J'ai vraiment l'impression de pouvoir être moi-même. C'est comme d'autres choses. Avec le temps, on va juste s'améliorer pour devenir meilleur, mais j'ai surtout beaucoup de plaisir. Ouais, c'est un beau projet. Ouais. Hey, Hugo, merci 1000 fois. Ça fait plaisir, Marc. Salut tout le monde. Bye.